C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, donc bonjour à tous et à tous. Alors, moi je suis Philippe Martin, je suis le directeur technique de voyagersncf.com. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de la manière dont en fait, on s'appuie sur les offres cloud pour accélérer le développement de deux de nos applications qui sont assez visibles aujourd'hui. On a du coup un certain retour d'expérience par rapport à ces offres, ce qui nous donne un peu vraiment aujourd'hui une visibilité sur les avantages de ces offres. Donc les avantages, c'est souvent porté directement porté par ces sociétés qui proposent des offres cloud, mais on a aussi mis le doigt sur certaines limitations aujourd'hui de ces offres. Donc c'est ce qu'on va voir, des limitations qui touchent à la fois l'aspect technique, mais également l'aspect organisationnel ou l'aspect de coût. Donc je vous propose le sommaire suivant. Donc je vais vous présenter vraiment nos premiers pas dans le cloud. Donc c'est vraiment un cas concret d'utilisation de cloud sur deux applications, une qui s'appuyait sur l'offre Amazon, la deuxième qui s'est appuyée sur l'offre de CloudBees. Donc pour chaque offre cloud, je vais vous présenter un peu ce qui nous a séduit, mais également ce qui nous a un peu moins séduit. Ensuite, je ferai un petit focus sur le coût. Pourquoi? Parce que le coût, c'est souvent mis en avant pour justifier le passage vers des hébergements type cloud. Et en dernier lieu, je vous présenterai un peu l'évolution que l'on est en train de mener pour offrir plus de services dans notre hébergement interne, pour essayer de combler les lacunes ou le manque que l'on a sur certains points par rapport à ces offres cloud. Donc avant cela, je vais vous présenter un peu voyagersncf.com. Donc je ne vais pas vous présenter le site que tout le monde connaît, tout le monde a déjà dû acheter des billets de train ou réserver des voyages sur le site, mais plutôt communiquer sur les chiffres autour de voyagersncf.com, des chiffres qui sont peut-être un peu moins connus. Donc voyagersncf.com, c'est une forte présence à l'international, on s'en doute pas trop, mais aujourd'hui on est présent dans 9 pays. Le site est décliné en plus de 10 langues. Les ventes de trains ou de voyages génèrent un volume d'affaires de plus de 3 milliards d'euros par an. On vend plus de 50% des billets de la SNCF, ce qui représente 60 millions de billets vendus par an. En termes de fréquentation, c'est des chiffres assez importants aussi. Une journée standard, c'est 700 000, 800 000 visiteurs uniques par jour. On a des pointes à plus d'1,5 million de visiteurs par jour. Alors ça, c'est un jour particulier, c'est le jour de l'ouverture des ventes d'hiver vers mi-octobre. Donc les ventes d'hiver, c'est les ventes de billets de train entre le 15 décembre et le 15 janvier. Donc des périodes très, très, très demandées. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est la première agence de voyage en ligne. On est même le premier site de e-commerce en France si on se base sur le volume d'affaires. On est également présent sur de multiples canaux de distribution. Donc on a le canal historique et le canal web, mais on a une très forte présence sur tout ce qui est mobilité, tout ce qui est téléphone ou tablette. Donc on est présent sur l'ensemble des devices avec des applications chaque fois dédiées. On est présent sur l'ensemble des OS, l'iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone. Depuis 2 ans, on est même présent sur les réseaux sociaux. On a notre application sur Facebook. Et depuis l'an dernier, on est présent sur la TV connectée. On a une application dans l'App Store de Samsung. Alors juste deux petits chiffres sur l'hébergement. Donc d'ici quelques semaines, on va franchir le cap du 1000e serveur. Donc on a une croissance assez importante également en termes de serveurs. Faut savoir qu'il y a 5 ans, on avait 80 serveurs. Donc aujourd'hui, on est passé à 1000. Donc on a vraiment une croissance assez exponentielle de ce point de vue-là. Donc on croît énormément et on a des exigences en termes de taux de disponibilité qui sont de plus en plus élevés. Donc aujourd'hui, la dispo qu'on me demande, c'est 99 à 99,7, soit 15 minutes d'un dispo maximum par an. On a la chance, c'est le plus d'un an qu'on a 100%. Donc pour l'instant, on tient le cap. Donc on parle beaucoup de voyagersncf.com, mais il faut savoir qu'en fait, on développe, on héberge et on exploite de nombreuses autres applications. Il y a 80 autres applications que l'on gère. Donc voici un certain nombre d'applications majeures. Donc TGE Europe, qui est la déclinaison européenne du site. On gère également le site institutionnel de la SNCF, qui est sncf.com. On gère Eurostar. Donc Eurostar, une très grosse refonte du site a été faite depuis 2 ans.
Donc, la semaine dernière, nous sommes passés en production sur cette nouvelle version. Je vous invite à aller voir un peu le changement. Alors, ensuite, on a Rail Europe. Alors, Rail Europe, c'est pas très connu en France, mais c'est une application qui permet de vendre des billets de train européens dans le monde entier. Après, on a MyTrip7. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure. MyTrip7, c'est une application qui permet d'organiser ses voyages door-to-door en Europe et de comparer les trajets, enfin de comparer les différents modes de transport qui peuvent être proposés. Donc ça peut être du train, ça peut être de l'avion, ça peut être du ferry, du bus, du transport public. Donc pour revenir à notre sujet du jour, donc le cloud, donc chez nous il est essentiellement utilisé pour accélérer certains projets en phase de POC, en phase de R&D. Donc là, la première application qui est passée sur le cloud, c'est un entrepôt de données. L'entrepôt de données sur lequel s'appuie une fonctionnalité du site qui est très intéressante, c'est le calendrier des prix qui permet de vous donner pour un trajet donné l'ensemble des tarifs sur une fenêtre de 3 mois. Donc vous pouvez facilement identifier le tarif le plus intéressant pour vous. Donc si vous êtes un peu souple dans vos dates de départ et d'arrivée, vous pouvez bénéficier de conditions tarifaires très, très intéressantes. Donc cet entrepôt de données a été architecturé sur des solutions qui sont assez classiques. C'est pas forcément hyper innovant. Donc ce sont des technos à base de SGBD Oracle. Donc on a un back Oracle, lui qui va récupérer les données, les mouliner et générer les offres. Et les offres ensuite sont poussées sur un front Oracle. Donc lorsqu'on a lancé le projet, la direction nous a demandé d'avoir des résultats quand même très rapidement. Et il faut savoir que le challenge il était double. C'était un challenge à la fois fonctionnel mais également un challenge technique. Donc on a dû se lancer très rapidement dans un POC sans savoir exactement quelle serait éventuellement l'infrastructure qu'il faudrait mettre derrière pour supporter cette solution. Du coup, on est parti chez Amazon et on a cherché à valider le concept sur un nombre très limité d'OD. Donc OD, c'est origine-destination, c'est pour schématiser les trajets. Ceci nous a permis donc de valider ce concept, de valider également le sizing d'une infrastructure cible qui était prévue dès le début en interne et qui nous a... je sais pas ce que je veux dire. Voilà. Et ce qui nous a également permis de temporiser en attendant de provisionner ces environnements physiques. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas de virtualisation non plus chez voyagesncf.com. Donc le provisioning, c'est entre 4 et 6 semaines pour récupérer des serveurs physiques. Donc aujourd'hui, l'entrepôt de données, c'est 400 OD, c'est 80 millions d'offres. On a identifié une très forte contrainte sur les I/O. Il faut savoir que c'est une application qui a besoin de 60 000 I/O. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, 60 000 I/O, c'est à peu près la capacité d'une baie high-end Hitachi. Donc on ne pouvait pas envisager de rester sur le cloud. Pourquoi? Parce que si on était resté sur le cloud pour absorber cette charge en I/O, on aurait dû multiplier nos SGBD Oracle, donc avec des coûts astronomiques en licence Oracle, ce qui aurait explosé le budget du projet. Alors on est retourné sur un hébergement interne. Pourquoi? Parce qu'on a pu customiser notre infrastructure. On a pu mettre en place des serveurs avec des cartes Fusion I/O pour absorber ces nombreux I/O. Donc une carte Fusion I/O permet d'absorber jusqu'à 1 million d'I/O. Donc elle a pu absorber très facilement ces 60 000 I/O. Donc ce qui nous a permis également de réduire et de limiter le nombre de serveurs Oracle, donc le coût des licences Oracle. Donc ce qu'on retient, nous, de cette expérience, donc déjà ce qui nous a séduit chez Amazon, c'est déjà le provisioning d'environnement au clic. Donc c'était vraiment très intéressant pour aller très vite et mettre très vite en œuvre ce POC. Également la maîtrise des coûts en phase de POC. Pourquoi? Parce que si le POC n'avait pas été concluant, on aurait arrêté les frais à ce niveau-là, on n'aurait pas eu besoin d'acheter des serveurs physiques. Ce qui nous a moins séduit pour une utilisation en prod, c'est le taux dispo d'Amazon qui n'est pas forcément topissime, de 99,95 sur la partie serveur et 99,99 sur la partie stockage. C'est également l'hétérogénéité de l'infra Amazon, ce qui fait qu'on peut avoir des performances non uniformes chez Amazon. Donc nous, on est tombé sur ce cas-là. On
on a eu deux VM qui portaient des Tomcat et on a eu des performances très différentes entre ces deux serveurs. On a cherché partout, on a cherché dans l'appli, on a cherché dans le paramétrage de cette application, les paramétrages système, en fait il n'y avait aucune différence, jusqu'au moment où on se penche vraiment sur les VM qui faisaient tourner notre applicatif, et on s'est trouvé avec des VM qui tournaient sur x86 Intel et des VM sur x86 AMD, donc en plus avec des générations de processeurs très différentes, donc avec des perfs totalement différentes. Après, on a aussi l'intégration difficile dans les process d'exploitation existants. C'est toujours pareil, c'est toujours sur la partie par rapport à la partie supervision, donc c'est super dur de s'interfacer, d'interfacer ces écosystèmes avec nos procédures à nous. Voilà. Il y a également les coûts à long terme. Pourquoi? Parce qu'Amazon c'est bien en usage temporaire, et quand on regarde le coût finalement d'une VM utilisée à 100% sur l'année, c'est pas forcément hyper intéressant financièrement. Et après, on a toujours la problématique de la sécurisation des données. On a toujours les contraintes. Enfin, on ne sait jamais vraiment où se trouvent nos données dans le cloud, même si des efforts ont été faits depuis par les différents acteurs du secteur. Notre deuxième pas dans le cloud, on l'a fait avec l'application MyTripset dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, on est en archi hybride, c'est-à-dire qu'on a développé notre front, développé et hébergé le front chez CloudBees, qui s'appuie sur un back-end, donc des services haute valeur ajoutée, qui eux sont hébergés en interne. Donc on a utilisé CloudBees pour l'usine logicielle, donc l'usine logicielle en mode SaaS, mais on a également utilisé CloudBees pour ses environnements de run, donc pour le dev, la recette, et même la prod en version en bêta. Donc nous, ce qu'on envisage aujourd'hui, pour différentes raisons, c'est de rapatrier l'hébergement du front pour la phase industrielle, donc la phase post-prod bêta. Donc ce qui nous a séduit dans l'offre CloudBees, c'est vraiment la réduction des délais de livraison des applicatifs. Donc c'est vrai que c'est très performant. C'est les outils out of the box, l'usine logicielle en mode SaaS, le SDK voilà, qui permet de provisionner rapidement les environnements et de gérer des déploiements fréquents d'applicatifs. C'est également les services partenaires. On a bien aimé l'outil d'analyse de log qui s'appuie sur PaperTrail, le partenariat avec MongoHQ pour l'offre NoSQL, ou le partenariat avec AppDynamics pour la partie son J2E, ou WebSolaire pour le moteur d'indexation. Donc tout ça fait que, combiné avec un dev et une conception de qualité, on a pu sortir MyTripset dans des délais assez courts, donc un time to market de 4 mois, ce qui est pas mal pour voyagesncf.com, donc avec un début dev en mars et une prod bêta au mois de juin. Alors ce qui nous a moins séduit sur cette offre-là, c'est les VM multi-tenant, donc multi-clients. Nous, on n'aime pas trop être mélangé à d'autres clients qui éventuellement pourraient consommer l'ensemble des ressources de nos serveurs et donc dégrader nos services. On verra de toute façon également pour d'autres contraintes qu'on a dû passer sur des VM dédiés. Ensuite, on a le catalogue de services limité. Donc à savoir que voilà, si vous voulez un Tomcat 7 et que CloudBees propose un Tomcat 6, il faut prendre un Tomcat 6. Voilà. Donc même si depuis ça on l'a remonté à CloudBees, il y a des évolutions qui ont été faites. Maintenant, désormais, il propose une option ClickStack qui permet de personnaliser ces stacks applicatives. Mais le pendant est que CloudBees n'assure plus la maintenance ou le support sur ces stacks. Donc c'est à vous de gérer en termes d'exploitabilité ces différentes stacks. Donc après, on a toujours l'intégration difficile dans les process d'exploitation. Donc c'est la même problématique qu'avec Amazon. À noter aussi qu'il n'y a pas d'engagement de garantie de rétablissement de service, c'est que de la GTI. La GTI de 4 heures. Donc si on prend le niveau de support le plus élevé, le niveau premium, c'est une GTI de 4 heures au mieux. Après, le dernier point un des points qui nous a aussi moins séduit, c'est l'engagement annuel, ce qui s'éloigne un peu du paiement à la consommation que l'on retrouve historiquement dans l'offre Amazon.
et, et du coup également les coûts élevés de la solution. Mais ça, on verra tout à l'heure. Alors nous, après, on avait également d'autres contraintes qui sont liées à cette architecture hybride. Comme le front doit dialoguer avec un back-end qui est hébergé dans notre data center de Lille, donc on a mis en place des politiques de sécurité pour filtrer les IP qui allaient interroger notre data center. Donc on a dû passer sur des VM dédiés pour fixer ces IP. Donc ce qui fait, c'est qu'on a eu du coup des impacts également sur l'exploitabilité de la solution du fait de ces VM dédiés. Car il faut savoir aussi qu'on perd un gros avantage du cloud, c'est qu'on perd vraiment l'élasticité. Parce que pour provisionner une VM dédiée, c'est un jour, donc c'est pas au clic. Puis il faut déclarer une IP, la fixer et la référencer dans nos firewalls. Donc on perd vraiment en élasticité. L'autre problématique, c'est que le front et le back n'étaient pas colocalisés. Donc potentiellement on peut se retrouver avec des problèmes de performance. D'autant plus que sur cette application, on a un gros multiplexage entre le front et le back. Pour un appel sur le front, on a jusqu'à 64 appels sur le back. Donc, ce qui démultiplie les effets de lag entre les deux data centers. Voilà. Alors, un petit slide sur les coûts. Alors là, j'ai représenté l'évolution des coûts en fonction du nombre de serveurs pour les 3 offres. Donc, on voit l'offre Amazon assez constante, hein, parce qu'il y a une réduction des prix jusqu'à 10 VM, mais au-delà, c'est ISO. Donc CloudBees est situé au-dessus d'Amazon, c'est normal parce que CloudBees s'appuie sur Amazon, donc ne peut pas être moins cher qu'Amazon. Et on voit que l'hébergement, enfin le coût d'une VM à l'année de VSCT décroît au fil de l'augmentation du nombre de serveurs. Donc aujourd'hui, on a dépassé le croisement des courbes, hein, comme je vous ai dit en intro, on est à plus de 1000 serveurs. Donc on se situe aujourd'hui même en dessous des coûts Amazon pour gérer une VM. Alors, pour éviter aussi toute polémique, alors moi, dans le coût, j'ai intégré l'amortissement du matériel, il y a tous les coûts d'hébergement avec les people, le coût du stockage, la sauvegarde, il y a les people, système réseau, toute la supervision, les people qui gèrent la supervision, il y a les systèmes d'astreinte 24/7, système astreinte, système, réseau, SGBD, applicative, et on a des GTI de 5 minutes. Donc aujourd'hui, on a un peu étoffé notre catalogue de services. Donc on est capable de proposer à notre marketing différentes solutions d'hébergement. On a l'hébergement cloud qui est très agile et qui est vraiment adapté pour du POC, de la R&D. Par contre, qui se caractérise par une exploitabilité assez faible. Et donc, si on veut y mettre des applications en production, ce seront forcément des applications avec des SLA en adéquation, donc assez faible. Après, on a l'hébergement interne avec une exploitabilité qui est optimale et maximale. Donc vraiment dédié à des applications avec des SLA très exigeantes, très élevées. On a également la possibilité de customiser notre infra, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est moins agile et que le TTM, il est plus long. Donc, pour nous, le cloud, c'est également une source d'inspiration, c'est aussi une source de remise en cause. Donc, nous, on est en train de faire évoluer notre offre interne, justement pour rattraper un peu ce gap que l'on a avec les offres cloud. Parce que pourquoi limiter l'agilité et les time to market courts aux applications finalement les moins critiques, alors que ce sont finalement nos applications les plus critiques et qui en ont besoin. Donc, on s'est lancé dans un chantier d'envergure pour proposer différentes adaptations de notre hébergement pour aller vers un PaaS et donc une solution de cloud privé. Donc le premier step a été de mettre en place une architecture virtualisée sous VMware. Donc nous on a testé des solutions open source, donc on s'est pris pas mal de murs. Donc on n'est pas dogmatique. On aime bien l'open source, mais on n'est pas dogmatique. Donc on s'est dit finalement on va mettre le produit qui marche bien, donc le produit qui s'appelle VMware. Donc ça c'est en place aujourd'hui du dev jusqu'à la prod. Ensuite, on s'est dit comment améliorer le provisioning d'environnement. Voilà. Quand on était en serveur physique, c'était 4 à 6 semaines. Ensuite, on a mis en place VMware. Donc malgré VMware, pour provisionner un environnement, c'est une semaine.
Donc maintenant, on se dit, ce serait peut-être bien de faire de l'infra as code pour réduire encore ce délai à quelques heures au pire. Donc on est en train de mettre en place Puppet chez nous et de travailler sur des déploiements applicatifs qui seraient portés par Rundeck. Donc après aussi, on s'est dit, pourquoi ne pas en profiter également pour remettre en place une usine logicielle un peu à l'état de l'art. Pourquoi? Parce que voilà, on est une société qui a 12 ans, il y a beaucoup d'équipes. En gros, chaque équipe chez nous a mis en place son usine logicielle. Donc, le mieux, je pense, c'est quand même de standardiser un peu ces usines logicielles et de reproposer un nouveau produit vraiment à l'état de l'art à nos équipes de développement. Ensuite, le gros point qui est également demandé par nos équipes de prod et nos équipes suivies de prod ou même le dev. Donc ce sont des outils puissants d'analyse de log. Alors nous, on a mis en place Hadoop, donc, qui est une composante Big Data, qui nous permet de générer aujourd'hui des rapports, on va dire quotidiens, hebdo ou mensuels. Par contre, il nous manque la composante temps réel d'analyse de log. Donc on est en train de mettre en place Elasticsearch chez nous, qui va nous permettre justement de répondre à ce besoin et donc aux attentes très fortes des équipes de suivi de prod. Le dernier point, c'est également la sonde J2E. Donc la sonde J2E, nous, on l'utilisait un peu sur de la qualification en performance. Et on est en train de la mettre en place en production. Donc on est en production aujourd'hui sur un domaine applicatif assez restreint. Mais on va, je pense, envisager d'aller beaucoup plus loin avec ce type de sonde J2E qui apporte énormément à nos équipes de dev, mais également d'exploitation. Voilà, donc notre ambition, c'est d'essayer de réunir un peu le meilleur des deux mondes, voilà, pour le bénéfice de toutes nos applications, donc la moins critique jusqu'à la plus critique, et donc satisfaire aux demandes du marketing de TTM toujours plus court. Donc voilà, j'ai fait assez vite, j'ai fait assez vite. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions parce que je ne peux pas rester tout à l'heure à la table ronde. Philippe ne pourra pas rester après 18h pour la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. On va prendre 5 minutes si vous voulez poser des questions sur ce point de vue un petit peu différent. Est-ce qu'un cloud privé sur VMware, ça va rester compétitif par rapport au cloud public avec le licensing VMware? En termes de prix? Ouais. Actuellement, dans le prix que j'ai remonté tout à l'heure, j'ai intégré mes coûts VMware. Il faut dire qu'on a quand même un parc de serveurs qui est quand même assez... Comment? C'est vSphere ou Non, c'est vSphere. On s'est limité à la stack de base. On n'a pas pris les couches au-dessus qui, elles, sont beaucoup plus chères. Sur un des POC, vous parliez de... je suis là. Ça. C'est difficile à expliquer à la voix. Sur un des POC, vous parliez de l'avoir testé sur Amazon avec du Oracle, etc., et que les coûts étaient prohibitifs en termes de... Enfin, une fois que vous vouliez scaler en termes de volume. Est-ce que Oracle, c'était une contrainte ou est-ce que vous avez exploré des approches non relationnelles un petit peu... Non, pas à cette époque. Pas à cette époque parce qu'on a... On n'était pas... On va dire c'était il y a 3-4 ans, donc on ne parlait pas trop encore de techno, NoSQL. Donc on était vraiment sur sur les technos pas très novatrices. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais devant. Oui. Bonjour. Vous avez parlé d'adresses IP qu'il fallait fixer avec des instances dédiées. C'était des adresses IP sortantes, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est pour ça que vous aviez des instances dédiées. Ces instances dédiées, voilà, parce que voilà, nous on a nos règles de sécurité au niveau des firewalls pour n'autoriser que certaines adresses à dialoguer avec notre data center qui hébergeait les services back-end. Ok, merci. On a encore quelques minutes, on a 5 minutes si vous avez des questions. Par rapport à la problématique de customisation, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés, notamment avec des demandes ou de la gestion de l'hétérogénéité? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est typiquement dans du software as a service ou
ou le pass, on a moins de choix et donc on maîtrise plus les éléments correspondants. Et c'est aussi plus facile de gérer les demandes derrière parce que le catalogue de services est plus structuré. C'est vrai que du coup, nous, on laisse plus de liberté également on contraint moins les développeurs aussi par rapport à un catalogue de services. On est capable, nous, de s'adapter et d'absorber assez rapidement des nouvelles stacks applicatives. Et parfois de compenser même peut-être des erreurs de conception ou des erreurs de choix techniques avec une customisation de l'infra. Donc là, typiquement, sur cette solution Oracle, on voyait... en fait, lorsqu'on a démarré avec quelques OD, on ne voyait pas trop la contrainte en termes d'IO. Par contre, lorsqu'on a voulu monter en IO, là, on a vu vraiment qu'on tapait très fort les IO. Et comme on avait déjà investi au moins 2000 jours hommes dans cette solution, c'était difficile de revenir en arrière. Donc on a su quand même innover d'un point de vue infra pour proposer des choses sans remettre tout en cause. Une dernière question? Plus personne? Bon, merci à Philippe Martin.